C'est le Mansour Marhababik. Au BIC. Nos jeunes camarades des grandes écoles ont décidé de vous considérer parmi les bâtisseurs de la Tunisie. C'est très honorable, c'est très gentil. Et ils se sont organisés pour demander un témoignage à chacun de ces bâtisseurs. La première partie concerne votre vie. Je souhaiterais savoir qu'est-ce que vous pouvez dire de vos origines depuis la naissance jusqu'au baccalauréat. Très rapidement. Oui, je connais voilà. Et ensuite, on passera à la partie suivante. Très bien. Moi, je suis né à Kérouan en 1934. De père kérouanais, de mère tunisoise. Et j'ai été à l'école primaire de Kérouan à l'âge de 6 ans. Et j'ai continué mes études à Kérouan en participant à la première section secondaire qui a été créée à Kérouan. C'est-à-dire, à l'époque, j'avais participé à un concours avant même de terminer le primaire et j'ai eu la chance de réussir à ce concours. Donc, j'ai inauguré la première 6e créée à Kérouan. J'ai fait 6e, 5e et 4e. Il n'avait pas assez d'élèves, il ne restait plus assez d'élèves pour faire une 3e. On nous a fait participer à un examen pour entrer en 3e au collège Alaoui à Tunis. Donc, j'ai réussi cet examen et j'ai pu faire la 3e, la seconde et la première au collège Alaoui. C'était un collège, il n'y avait que le premier bac. Donc j'ai eu mon premier bac en 1951. Et comme c'était une section tunisienne, j'ai pu avoir également le diplôme de Sadiki par la même occasion. Et après, je suis allé au lycée Carnot pour faire la deuxième partie, Matélem. Au lycée Carnot, malheureusement, je n'ai pu rester qu'environ 3 mois et demi. Pourquoi? Parce que c'était en 1952, le 18 janvier 1952, on avait arrêté Bourguiba. Les Tunisiens qui étaient au lycée Carnot, une bonne partie de ces Tunisiens avaient manifesté, dont je faisais partie. Bien entendu, on nous a mis dehors. Alors, j'ai travaillé un petit peu tout seul et j'ai passé mon bac et j'ai pu l'obtenir par miracle en 1952. Voilà mon deuxième bac. Est-ce que vous pouvez aussi nous dire très rapidement vos études supérieures en France? Comment vous êtes allé faire prépa alors qu'à cette époque-là, ce n'était pas très connu? Par quelle coïncidence, ou sur quel conseil vous avez fait prépa? Et ensuite l'école à laquelle vous avez intégré? En principe, j'étais destiné à faire une carrière scientifique, enfin mathématique, parce que c'était ma matière préférée, c'était là où j'étais le plus fort. Mais à cette époque-là, un ami qui connaissait très bien Mokhtar Latiri, il lui avait parlé de moi et Mokhtar Latiri lui avait dit il ne faut surtout pas qu'il fasse maths sup à Tunis. À ce moment-là, il n'aurait aucune chance de réussir au concours. Bon, dommage parce que maths sup à Tunis c'était une bonne école à l'époque. Donc, je suis allé au lycée Henri IV. Mais avant d'aller au lycée Henri IV pour faire maths sup, il me fallait une bourse. Et je n'ai pas réussi à avoir la bourse à cause de l'existence de maths sup à Tunis. À ce moment-là, j'avais désespéré et je suis allé à Tunis pour m'inscrire en PCB pour faire médecine. Ce jour-là, j'avais rencontré un ami que venait de connaître, Salah Ben Saïd, qui m'a dit c'est pas possible de changer comme ça de vocation. Je vais en parler à mon père, il va peut-être te donner une bourse. Il m'a donné une bourse et je suis allé en maths sup
où j'ai retrouvé d'ailleurs Tijani Cheli. Et on a passé maths sup, maths spé, donc au lycée Henri IV. Ensuite, quelle école d'ingénieur? Alors ensuite, donc, j'ai intégré l'école des ponts et chaussées. J'ai réussi au concours d'entrée à l'école des ponts et chaussées en 1956. Et donc 56, 57, 58, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur des ponts et chaussées. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre carrière dans la fonction publique, qui n'a pas duré longtemps, peut-être 5 ou 6 ans? Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez fonctionnaire? Quand je suis rentré à Tunis, j'avais très envie de retourner à Paris pour faire une année à l'école d'aviation civile. Et à ce moment-là, donc, je suis allé à la direction de l'aviation civile, qui était dirigée par, à l'époque, Mohamed Kraïm. Et je lui ai demandé une bourse pour continuer à faire donc une année à l'aviation civile. Mais Mohamed Kraïm au départ m'avait dit d'accord, il n'y a pas de problème, etc. Et puis quand je suis allé le voir, il m'a dit non, tu es réquisitionné par le Premier ministre parce qu'on voulait remplacer le directeur des ports de Tunis et des bases aériennes français, et il fallait que tu prennes sa place. Donc, on m'a nommé donc un directeur des ports de Tunis, la Goulette, des phares et balises et des bases aériennes. En 58. En 59. Voilà, en 59. 59, 60. En 60, ce poste ne me plaisait pas beaucoup parce qu'il était beaucoup plus administratif et j'avais envie d'apprendre un peu de technique. Alors, j'en avais parlé à Mokhtar Latiri, qui était mon patron, et il a eu la gentillesse de me dégager tout de suite du port pour me charger de la construction de l'infrastructure de l'aéroport de Tunis-Carthage, financé par les Américains. Donc, j'ai passé un stage aux États-Unis de 4 mois avec la Federal Aviation Agency. Et après, je me suis occupé de la construction de cette infrastructure pendant 2 ans. Si mes souvenirs sont bons, à cette époque-là, on passait, disons, de l'avion à hélice à l'avion à réaction. Et il fallait prolonger nos 2 pistes. Nous avons 2 pistes, si mes souvenirs sont bons, à Tunis. Et je crois que c'était vous qui étiez chargé d'allonger. L'une, je me rappelle, on avait inauguré celle de la Caravelle, ou celle du Boeing. C'est vrai, il y avait donc 2 pistes. Une piste est-ouest et une piste nord-sud. La piste est-ouest, elle était assez longue, mais elle n'était pas en très bon état, et on l'avait conservée, mais on l'a renforcée et prolongée un peu pour recevoir la Caravelle. La Caravelle exigeait une piste de longueur 1800 mètres. Donc on avait terminé ces travaux juste avant l'arrivée de la Caravelle. Bon. Et puis pour la nord-sud, c'est une petite piste qui n'était pas en bon état. On l'a complètement oubliée et on a fait une nouvelle piste nord-sud de 3200 mètres, donc de 3 km 200, pour recevoir le Boeing. Et on a construit, bien entendu, l'aire de stationnement pour les avions, et tout ça en béton armé par les moyens d'une entreprise américaine qui avait vraiment beaucoup de moyens. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur l'aéroport? L'aéroport à l'époque, c'était l'aérogare d'abord. L'aérogare, c'était l'aérogare ancienne qui est maintenant occupée par la garde nationale. Une petite aérogare. C'était très sympathique parce que les passagers, les accompagnateurs avant,
il pouvait monter à l'étage, il y avait une terrasse avec un balcon, il pouvait voir les passagers descendre de l'avion, repérer leurs amis qui venaient de l'avion. C'était vraiment, bon, c'était sympathique, mais il y avait un trafic assez faible. Bien entendu, cet aérogare est devenu incapable de recevoir tous les passagers qui venaient à Tunis, et on a construit, mais moi je ne m'en étais pas occupé, ça a été après mon départ. Mais les études avaient commencé Les études avaient commencé, mais en fait je ne m'en étais pas mêlé. Il y avait un architecte qui s'appelle Morrison Knudsen qui avait fait cet aérogare, et ça a été donc réalisé après après que j'ai quitté l'administration. Dans votre histoire, il y a un moment qui est un peu singulier. Oui. À cette époque-là, tout le monde était fonctionnaire. Oui. Comment se fait-il que vous avez décidé, après 4 ou 5 années de travail dans la fonction publique, de sortir, de voler de votre propre moyen, de vos propres ailes, et de faire du privé? Quelles étaient d'abord vos motivations, et ensuite, par quelle aide ou voire complaisance des pouvoirs publics vous avez pu faire cet acte qui n'était pas habituel dans les années 62-63? Bon, la motivation, en fait, moi j'avais voulu faire surtout de la technique. Bon, la plupart de mes camarades, en fait, ils étaient dans l'administration avec comme objectif de devenir PDG de grandes sociétés, de devenir ministre, etc. Moi, ce n'était pas du tout ma vocation. Je voulais apprendre la technique et faire de la technique. Donc, et puis j'ai eu la chance de connaître la CETEC, en fait, plutôt le patron de la CETEC à l'époque, Henri Grimont, qui, après avoir terminé, qui nous avait aidé à faire les études de l'infrastructure de l'aéroport, et après avoir terminé, il avait l'intention de créer une filiale de la CETEC, de son bureau d'études à Tunis. Et il m'avait demandé, sollicité pour diriger cette filiale. Je lui avais fait une contre-proposition. Je lui ai dit qu'il n'existe pas de bureau d'études tunisien. Quand il va y en avoir, ça va être une concurrence terrible pour les bureaux étrangers. Pourquoi ne pas créer tout de suite un bureau tunisien en association? Il a dit bravo, c'est ce que ça lui convenait parfaitement. Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de créer ce bureau d'études tunisien. Bien entendu, pour le faire, il fallait quitter l'administration. Quand j'ai fait la demande, d'abord mon patron direct, Mokhtar Latiri, qui avait besoin de moi, m'avait jeté la demande sur la gueule en me disant « je ne veux pas de ça ». Je suis allé voir le ministre, à l'époque Ahmed Nourdi, il m'a dit « moi je peux vous aider, mais ça m'étonnerait qu'on puisse vous lâcher ». Il a passé la demande à la présidence. À la présidence, à l'époque, le directeur de cabinet du président, bien sûr, avait dit il n'en est pas question, il ne faut absolument pas laisser partir les cadres, les hauts cadres de l'administration. J'ai dit au ministre, je vais essayer de faire quelque chose tout en sachant que vous êtes pour moi. On était à 2 ou 3 mois de l'inauguration des travaux de la piste de l'aéroport. Quand Bourguiba est venu pour l'inauguration, on lui avait présenté les plans, etc. On lui avait tout expliqué. Et à la fin, je lui ai proposé de faire un petit tour dans sa voiture, faire l'aller-retour de la piste, qui fait 3 km 200. Il m'a dit oui. Alors on est monté, il y avait une Cadillac, on avait monté à l'arrière, le ministre Ahmed Noureddine, Bourguiba et moi. Et pendant ce trajet,
je lui ai dit, Monsieur le Président, il n'y a pas de bureau tunisien, il n'y a que des bureaux français en Tunisie. Maintenant qu'on a terminé ce projet, j'ai envie de faire... Ah, il a dit, bravo, il faut l'encourager, Monsieur Noordi. Et c'est comme ça qu'on m'avait lâché. Mais... dès qu'on m'a lâché, j'ai créé ma société, j'ai commencé à travailler. Ahmed Noordi me rappelle, le ministre, en me disant, tu retournes. Je dis pourquoi? Parce qu'il m'a dit, on a besoin de toi pour te nommer PDG de la SNCFT, parce qu'à l'époque, il voulait que je remplace Delegi. Bon, elle m'a dit vraiment, pas de question de dire non. Heureusement pour moi, Delegi était défendu par Wassila Bourguiba, qui ne voulait pas qu'il le laissait partir. Et à ce moment-là, on lui a dit non, Delegi reste. Bon, c'était alors vraiment, j'ai commencé à travailler. 2 mois après, je crois, Abdallah Farhat, directeur de cabinet de Bourguiba, qui avait dit non pour moi, pour sortir, et a quitté le cabinet de Bourguiba, et on l'avait chargé de la création de la Société Nationale d'Investissement, SNI, à l'époque, qui est devenue l'ABDET après. Il m'appelle, il me dit, c'est Chibeb, est-ce que, puisque tu veux le bureau d'études, etc., je vais créer un bureau d'études national et tu vas en être le directeur. Bon, alors là, j'ai dit non, 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 et on a commencé à travailler. Voilà, donc c'était quand même des circonstances un peu particulières pour avoir réussi à quitter la fonction publique à cette oui, époque. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. De la chance. Maintenant, parlons de la Socuetec, qui était une filiale de la CETEC. En fait, ce n'est pas une filiale de la CETEC, c'est-à-dire c'est une société où il y a, où sont actionnaires, pas de CETEC, du propriétaire de la CETEC, du patron de la CETEC, de Grimont. Grimont, qui était un ami très proche de Mokhtar Latin, voilà. qui fait lui-même l'X et les ponts. C'est ça, voilà. C'est ça. Lui et Sayas, en fait, ils étaient 2 d'ailleurs. Oui. Et celui qui était pro-tunisien, c'était Grimont. C'était Grimont, oui. Alors, dans la carrière de la Socuetec, je voudrais que vous parliez d'abord de la période, si je puis dire, faste, où vous en avez fait un des premiers bureaux d'études de l'Afrique entière. Ceux qui étaient plus grands ou les plus importants n'existaient qu'en Afrique du Sud. En dehors de l'Afrique du Sud, il n'y avait pas un bureau d'études qui pouvait être équivalent à... Alors, pendant cette période faste, il va y avoir une période faste, ensuite je vais parler d'une période un peu plus triste. Qu'est-ce que vous avez fait comme réalisation? Bon, pendant cette période, d'abord, la Socuetec, on l'a développée de zéro, c'est-à-dire au départ, j'étais seul, ma femme me tapait le courrier et j'étais seul à faire des études. Et puis, c'était très, très difficile parce que moi, ma spécialité, c'était les aéroports. Et il fallait donc maintenant me confier des études de béton armé de bâtiments, des études de tout. Alors, j'étais obligé un petit peu le soir de me documenter, de me rafraîchir la mémoire, etc. Et pendant la journée, je travaillais. Mais assez rapidement, j'ai commencé à recruter. Je me suis fixé comme objectif de ne pas amener d'ingénieurs étrangers, de ne prendre que des Tunisiens et de les former. Et j'avais respecté cet objectif jusqu'au bout. Donc, j'ai commencé seul, et au bout en 1985, on était 250 personnes. Et on a diversifié un petit peu l'activité, c'est-à-dire, on avait 3 ou 4 secteurs. Il y a un secteur bâtiment, donc on faisait le béton armé, et on était les premiers à faire des études techniques de fluide et d'électricité, parce qu'avant c'était l'architecte qui faisait tout, qui finalement, bon. Et on avait une section, bien entendu, routière, on a fait pour faire des routes et puis une section d'études générales, économiques, une section d'informatique, on était les premiers
à amener dans le privé, à acheter un ordinateur, enfin, sa capacité, c'est rien du tout à l'époque, mais ça occupait 2 fois cette pièce. Et on a commencé par faire la gestion de la STEG. Ils nous avaient confié la gestion. On a fait une section hydraulique urbaine et hydraulique agricole. Et donc, en fait, c'était devenu très très important. Et on a fait, pourquoi on a fait plusieurs sections? Parce que certaines études demandaient une coopération entre les différents secteurs. Alors, en 1900, ça jusqu'à 1985, jusqu'à décembre, je crois, 1985. En 1985, il y a eu un événement. La deuxième période, c'est un petit peu la période de la chasse aux sorcières. Que faisiez-vous pour être victime, parmi d'autres, au cours de cette chasse des sorcières? Quelles étaient les raisons et quelles étaient les conséquences? Alors, les raisons, en fait, c'était pas pour moi, effectivement, c'était l'époque de la chasse des sorcières, mais moi, c'était uniquement une vengeance. Je vous avais dit au départ que lorsque j'avais terminé mes études et que j'étais voir Mohamed Kraïm, directeur de l'aviation civile, pour faire encore une année, etc., Mohamed Kraïm était mon patron pour les bases aériennes. Et au moment où j'avais commencé, Bourguiba avait chargé Mokhtar Latiri de s'occuper de l'aéroport de Tunis-Carthage. Si on enlève l'aéroport de Tunis-Carthage à l'aviation civile, il lui restait rien, plus rien. Il m'avait convoqué, donc il était mon patron, il m'a dit, puisque tu es ingénieur comme Mokhtar Latiri, pourquoi tu ne lui prends pas l'aéroport? Alors, Foucault. Alors je lui ai dit, si Mohamed, vous êtes mon patron, s'il s'agit de Faken de prendre le truc, c'est plus fort que moi. Alors on s'est bagarré, il a dit, machin, j'ai claqué la porte et je l'ai quitté et je suis retourné au ministère de l'équipement. Il m'en avait voulu à mort. Dans les dernières années de Sotuétec, c'est-à-dire en 84-85, on s'occupait du métro. On avait fait les études du métro. Et lui, ministre de... Et lui, à ce moment-là, il est devenu ministre des Transports. Et on avait un contrat pour le métro très très important. C'est-à-dire, on louait 50 experts, surtout des experts étrangers, on avait des experts tunisiens, mais enfin on avait une part modeste, nous, de ce grand contrat, qui avait commencé à peu près à un peu moins de 2 millions de dinars, et qui, avec les avenants, parce qu'ils étaient en retard, etc., c'est devenu un peu plus de 5 millions de dinars. Quand il a été chargé du ministère des Transports, il a vu qu'il y avait un contrat où il y avait 4 ou 5 millions de dinars et il y avait mon nom. En fait, moi j'avais une toute petite machin, il y avait mon nom. D'ailleurs, je n'étais ni le signataire du contrat, mais il y avait mon nom. Il a dit à Mansour Skhiri, qui était directeur de cabinet de Bourguiba, Mansour Saraya, c'est un ingénieur qui a volé des milliards dans le métro. Mansour Skhiri, qui me jalousait, il a sauté sur l'occasion, il a commencé pendant les déjeuners, le dîner, à dire, Monsieur Bourguiba, il y a un ingénieur qui a volé des milliards dans le métro, etc. Donc je suis devenu le voleur dans le métro. Alors à ce moment-là, bon, mais ils avaient fait une enquête, parce que... Et quand on a présenté l'enquête à comment il s'appelle, Mansour Skhiri, il a eu très très peur. Parce que Bourguiba allait lui demander de m'arrêter. Et à l'enquête, lui dit, ça c'est des honoraires, donc en fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'il disait. À ce moment-là, il a entendu parler de fissures dans des ponts que nous avions étudiés. Alors, bon, ces fissures, on savait très très bien, ça venait de plans qui étaient faits par les entreprises, etc., et qui mettaient pas du tout en danger les ponts. Mais c'est un truc vraiment banal.
Alors, pour échapper au métro, il lui a dit, Monsieur le Président, cet ingénieur, même les ponts, il les a fait fissurer. À ce moment-là, il lui dit, arrêtez-le. On m'a arrêté, bien entendu, pour les histoires de ponts. Ils ont vu tout de suite que, un, c'est pas pénal, c'est civil, deux, qu'on n'avait aucune responsabilité dans ce qui est arrivé. Et on m'a lâché, donc 6 jours après. Dès qu'on m'a lâché, à ce moment-là, alors, il fallait nous enlever l'agrément, il fallait mettre la Sotuétec sur ce caisse. Ils ont réussi à mettre la Sotuétec, qui est un bureau privé qui m'appartenait qu'à moi, et à mon associé, sur séquestre. Quand ils ont donné ce séquestre, à ce moment-là, je suis devenu au chômage et j'ai quitté la Tunisie pour travailler en France. Et j'ai créé un bureau d'études à Paris, le MT Consult, et j'ai travaillé jusqu'au 7 novembre. Alors, le 7 novembre. Le 7 novembre, bon, moi j'avais bien réussi dans mon travail à Paris, j'avais gagné de l'argent, et à ce moment-là, j'ai ramené mes enfants et ma famille pour habiter à Paris, parce que j'étais seul au départ. Et je les ai amenés 3 ou 4 jours avant le 7 novembre. Et mes enfants devaient aller à l'école, je les avais inscrits à Paris, pour rentrer à l'école le 9 novembre. Le 7 novembre, le matin, on me réveille par le téléphone, il y avait Tijani, il y avait Sadaq Ben Jem'a, enfin, tous les amis qui ont été nommés ministres par Zine. Zine qui connaissait, bien sûr, celui qui connaissait le mieux mon dossier, qui savait tout, puisque Bourguiba m'a mis dans les mains de Zine. Et que Zine, tout de suite, leur a dit, appelez Traya et dites-lui qu'il rentre, tout est terminé. Effectivement, à l'époque, donc je suis rentré, mais quand d'abord à Paris, ils avaient demandé mon extradition, je suis passé par la justice en France. Quand ils ont vu que la justice allait m'innocenter en France, ils m'ont condamné pour me bloquer en France, ils m'ont condamné à 4 ans, je crois, de prison par contumace, ici. Il fallait donc, quand je suis rentré après le 7 novembre, passer 24 heures en tôle. 24 heures en tôle parce qu'il faut c'est par principe, c'est-à-dire qu'on doit se présenter à la justice pour enlever un jugement, toujours en état d'arrestation. En état d'arrestation, c'est entre 24 et 48 heures en tôle. J'ai passé 48 heures en tôle à Paris et 24 heures en tôle en Tunisie. Le juge qui m'avait nommé, qui m'avait condamné à 4 ans de prison, c'est lui-même qui m'a dit, quand je suis arrivé devant lui, c'est bon, sauf je n'ai rien compris à votre affaire, est-ce que vous pouvez m'expliquer? Voilà. En fait, voilà. Driss Guiga aussi, qui est rentré le 7 novembre, a dû passer aussi 24 heures en tôle. Driss Guiga a été effectivement passé en tôle, et pendant les 20 heures que j'ai passées en tôle pour mon affaire, je l'ai trouvé là-bas. En tôle. Je l'ai trouvé en tôle. Et ils ont été très gentils avec moi, ils m'ont trouvé un lit parce que il n'y avait pas de lit pour tout le monde. Et ils m'ont offert à manger pendant ces 20 heures-là. Voilà. Alors, ensuite, une fois retourné, est-ce que vous avez refait une autre expérience de bureau d'études? Alors, au début, j'étais vraiment dégoûté. J'étais découragé, je ne voulais plus être qualifié d'ingénieur, tellement on m'avait dégoûté. J'ai cherché à faire quelque chose, alors à ce moment-là, pour échapper à ça, j'ai trouvé une petite affaire dans le cadre industriel. Donc j'ai créé une société pour fabriquer des margelles de piscine et des dalles. Ça m'avait occupé pendant 3 ans à peu près à ne faire que ça. Mais entre-temps, j'ai 2 amis qui m'ont sollicité. C'était
Aziz Millet, et c'était Tawfiq Cheibi. J'ai commencé surtout avec Aziz Millet et je me suis occupé de plein de trucs. Je lui ai fait le siège de Nouvelle Ère, je lui ai fait la rénovation de ces 3 ou 4 hôtels à Hammamet, à Sousse, etc. Et puis Tawfiq Cheibi également, qui m'a sollicité pour diriger un petit peu, m'occuper de la rénovation de ces hôtels à Djerba, et d'un certain nombre, jusqu'à maintenant, le groupe Cheibi me confie et m'occupe à diriger des projets pour lui. Qu'est-ce que vous diriez en conclusion de toute cette vie pleine de réussite en dehors d'un accident? Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos petits-enfants? Ce que je peux dire à mes petits-enfants, c'est que, moi je pense qu'il faut posséder un métier. C'est ce que j'avais voulu dès le départ, c'est-à-dire non pas servir uniquement à diriger, être directeur dans un bureau, etc. À pouvoir fabriquer soi-même, faire une étude, fabriquer un objet, etc. pour être sûr de pouvoir travailler n'importe où, c'est-à-dire produire. Et mon fils, qui est ingénieur informaticien, c'est exactement ce que je lui avais dit et c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire, lui, il crée lui-même, il fait quelque chose. Bon, ça c'est la première des choses. Deuxième chose, ce qui m'est arrivé, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. En fait, c'est un accident. C'est comme quelqu'un qui va sur le trottoir et qui reçoit du balcon un pot de fleurs sur la tête. Donc, en fait, c'est rare. Ce qui m'est arrivé, c'est rare parce que j'étais la victime, en fait, de jalousie et de vengeance. Bon. Alors, mais à cette époque-là, la dictature, c'est terrible. C'est-à-dire qu'en fait, quand ça t'arrive un truc, un acte d'injustice, tu ne peux ni te plaindre, ni en parler dans les journaux, ni en parler à la télévision. Tu ne peux rien faire. Bon, heureusement qu'après la Révolution, maintenant, il y a la liberté d'expression. On peut se défendre. On peut, même quand on le traite d'une manière injuste, on peut bien entendu le divulguer. Et j'espère que ça ne se perde pas. Un dernier mot avant que vous terminiez. Vous avez commencé votre carrière avec Mokhtar Latiri, qui lui fait partie aussi de la liste des bâtisseurs. Oui. Pourriez-vous nous dire en 3 minutes un petit peu vos contacts et votre relation avec ces Mokhtar? Ma relation avec Mokhtar Latiri, ça d'abord, dès le départ, il m'a adopté, c'est-à-dire il m'a considéré un petit peu comme son fils ou comme son frère plutôt. Et il me choyait, la vérité. J'étais, par exemple, il m'a donné exceptionnellement une note de 20 sur 20 pour la prime de rendement qui a été refusée par le ministre à l'époque, qui lui a dit on ne donne jamais une note de 20 sur 20. Et il lui avait répondu que exceptionnellement pour ce cas-là je la donne. Bon, donc finalement, on avait de très bons rapports, mais il m'en avait voulu de le quitter. Et il m'en avait voulu tout en me confiant énormément d'études. Au départ, je ne voulais pas me quitter parce que je lui rendais des services. Et après, mais on est resté quand même avec de très bons rapports.
C'est bon, sauf Barakallahu Fik. Je n'ai pas d'autres questions à vous poser. Je ne sais pas si on a fait le tour de la question. J'espère avoir répondu à ces questions-là de la meilleure façon que je puisse faire. Avant de quitter l'administration et créer la Sotuétech, j'ai donc réalisé ce grand projet d'infrastructure de l'aéroport de Tunis-Carthage. Et pour ce projet, j'ai passé d'abord ce stage aux États-Unis qui m'a permis de visiter énormément d'aéroports, de voir les bureaux d'études de la Federal Aviation Agency, donc, et puis de m'instruire moi-même, me spécialiser un petit peu dans le domaine de l'aéronautique. D'ailleurs, à l'époque, aux États-Unis, avec mes collègues d'ingénieurs qui me faisaient visiter les aéroports, ils étaient tous, j'ai remarqué qu'ils étaient tous pilotes, de temps en temps, et ils m'amenaient dîner quelque part dans leur avion, etc. Dès que je suis rentré d'ailleurs à Tunis, j'ai essayé donc d'apprendre à piloter. J'ai appris, je suis devenu pilote, mais pas pilote professionnel, mais c'était très très bien parce que ça me permettait de voir ce que on faisait pour justement les pilotes à terre, comment c'était perçu dans l'avion. C'est-à-dire, en fait, toutes les aides à la navigation, les aides à l'atterrissage et au décollage, etc., qu'on faisait, on voyait ça dans l'avion, comment ça se passait. Et donc finalement, ça m'a permis, par la suite, quand j'ai créé la Sotuétech, de réaliser tous les aéroports de Tunisie, de les étudier et de contrôler les travaux. J'ai réalisé l'aéroport de Monastir, l'aéroport de Jerba, l'aéroport de Touzr et l'aéroport de Tbarka. Bon. Ça, c'était finalement ma spécialité. Et puis, par la suite, avec la Sotuétech, je me suis également limité, efforcé à suivre toutes les études qu'on faisait, c'est-à-dire à pouvoir répondre aux clients de ce qu'on faisait, à contrôler également ce qu'on faisait, et par conséquent, ça m'avait obligé à faire beaucoup d'efforts pour, en fait, sans entrer dans les détails de tout ce que faisait la Sotuétech, mais d'en connaître quand même au moins les grandes lignes. Alors, la Sotuétech, bien entendu, a réalisé beaucoup de bâtiments, beaucoup d'ouvrages. Dans le bâtiment, on avait étudié et contrôlé de CHU, on avait contrôlé le siège de la Banque centrale, l'usine de tabac à Kérouan, beaucoup de bâtiments importants. Pour les routes, nous avons fait étudier et suivi et contrôlé l'autoroute Tunis-Hammamet. Nous avons, en ce qui concerne le transport, nous avons fait les études et l'assistance au contrôle du métro. C'était une très 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 grosse affaire. En ce qui concerne les études générales, j'ai fait moi-même d'ailleurs l'étude de perspective de trafic des ports de Tunis, la Golette. J'ai fait moi-même l'étude de faisabilité du port de commerce de Gabès. Il fallait d'ailleurs pour ce port-là trouver, parce qu'en fait c'était une décision politique de Ben Salah, il fallait absolument faire un port de commerce au sud de Sfax. Mais il fallait le justifier. J'ai pu trouver des arguments pour justifier ce port et ça a été créé. Des études également hydrauliques. On avait fait pas mal de barrages lacunaires. Donc on a fait
bon, toute une liste dont je ne me rappelle pas, mais on a fait toute une liste de gros ouvrages. C'était très important. Bon, ce qu'il faut, c'est de toute façon ce que j'ai pu faire ici. Si j'étais resté en France, finalement, j'aurais pas pu le réaliser parce que c'est limité. D'abord, il y a la concurrence, il y a également le fait que on reste quand même toujours étranger. Quand j'ai travaillé en France, j'étais toujours quand même considéré comme étranger. Tandis qu'ici, c'est vraiment un chantier ouvert où on pouvait alors réellement vraiment faire évoluer au maximum. Avec d'autres activités à part les études ingénieurs et techniques, l'ouverture sur, je ne sais pas, le côté culturel, le côté vie associative, un peu un autre personnage, juste. Alors, bon, j'ai actuellement. D'aimer la musique. Non, bon, simplement, je peux dire que j'aime beaucoup la musique. Mon père était musicien et chef d'orchestre. Mon cousin, Sadr Sraya, connu, et c'est un chanteur. Mais j'adore la musique, je la comprends très très bien, mais je ne suis pas doué pour la musique. Et à l'époque, d'ailleurs, mon père a essayé de m'apprendre à jouer aux instruments, etc. Et puis il m'a dit non, il vaut mieux. Bon, autrement, je me suis beaucoup intéressé, c'est-à-dire à mon âge et à une époque où finalement ça n'existait presque pas, je me suis beaucoup intéressé à l'informatique. Et j'ai appris moi-même directement. J'ai appris pas mal de choses dans l'informatique et j'ai pu moi-même créer mes propres programmes. Un programme de comptabilité, programme de gestion, programme de paie. Et j'utilise mes propres programmes pour la gestion de ma société.